Je vais donc laisser la parole à Florent Ouvrard. Et puis il va vous décortiquer tout ça. Et bien évidemment, à l'issue, ce que je vous proposerai, à l'issue de son intervention, qui va durer quoi, 1 heure à peu près, eh bien, ne pas hésiter à poser des questions. Je pense qu'on l'a sous le coude, on va en profiter. Profitez-en. Voilà, et donc, à vous le micro, Florent. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction, merci pour votre accueil. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir pour vous parler de la place du GNL dans la transition énergétique. Et je vais essayer de vous convaincre bien que ce GNL, ce gaz naturel liquéfié, est une des solutions qui va nous permettre à la fois bien, de contribuer à nos besoins énergétiques tout en limitant l'impact sur notre environnement, donc pour notre planète et pour les futures générations. Donc sur cette présentation, donc on aura 4 parties avec d'abord un aspect enjeu, donc les enjeux environnementaux. On verra ensuite quel est le rôle du gaz naturel liquéfié vis-à-vis de ces enjeux. On aura une partie aussi qui sera associée au conflit, le gaz au cœur des conflits, avec effectivement aujourd'hui la guerre qui est effectivement aux portes de l'Union européenne et qui impacte de manière significative ces enjeux énergétiques et le prix de l'énergie. Et puis ensuite, on verra quelle peut être la réponse technologique, puisqu'on est à GTT, une entreprise de technologie, de façon à répondre à l'ensemble de ces enjeux. Alors, on démarre avec les enjeux et d'abord des tendances. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les grandes tendances, c'est on a une augmentation de la population mondiale, une croissance. On est environ à 70 millions d'êtres humains supplémentaires chaque année et chaque être humain consomme de l'énergie, environ 20 mégawattheures par être humain par an. Et donc évidemment, cette croissance de la population mondiale va amener à des besoins énergétiques accrus dans les décennies qui viennent. Le deuxième point, c'est qu'on a une croissance du PIB mondial, donc une croissance de l'activité, et de façon à supporter cette croissance de l'activité, bien évidemment, il va falloir aussi davantage d'énergie. Alors cette énergie, malheureusement aujourd'hui, elle est principalement carbonée et donc elle génère à la fois des gaz à effet de serre qui vont contribuer au réchauffement du climat et deuxièmement qui vont contribuer à la dégradation de la qualité de l'air, notamment avec le charbon. Donc les États, les pays vont devoir trouver des solutions pour faire appel à des énergies qui vont réduire l'impact climatique. C'est maintenant un enjeu majeur. Et puis on verra sur le dernier volet les conflits, je l'évoquais en introduction, qui seront de nature à impacter de manière significative les enjeux énergétiques et le prix de l'énergie. Alors, quand on regarde les besoins énergétiques au cours du dernier siècle, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une accélération exponentielle sur les énergies fossiles, donc à savoir le charbon, le pétrole et le gaz, pour répondre à des besoins énergétiques toujours plus importants. Donc quand on regarde le mix énergétique mondial à l'heure actuelle, ce qu'on voit c'est que ces 3 énergies fossiles, que sont le charbon, le pétrole et le gaz, représentent plus de 80% du mix énergétique actuel. Donc les 20% restants étant donc le nucléaire, les énergies renouvelables et l'hydroélectricité. Maintenant, quand on regarde effectivement l'intensité carbone de ces différentes énergies, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que donc le charbon, qui aujourd'hui est une des énergies les plus présentes dans le monde, va avoir une intensité carbone extrêmement importante. À savoir que pour 1 kWh d'énergie, lorsqu'on brûle du charbon, on va émettre 1 kg de CO2 dans l'atmosphère. Lorsqu'on regarde le pétrole, on réduit de 30% l'intensité carbone, c'est-à-dire qu'on est à 700 grammes de CO2 dans l'atmosphère pour 1 kWh d'énergie. Et puis le gaz, lui, est l'énergie la moins carbonée parmi les énergies fossiles. Donc on réduit de 60% par rapport au charbon,
Donc on est à 400 grammes de CO2. Alors quand on voit les autres énergies, hein, du type nucléaire, biomasse, hydroélectricité, l'éolien ou le solaire, effectivement, on a des énergies qui génèrent assez peu de carbone. Alors, on entend beaucoup parler d'éolien, de solaire. Il y a des investissements qui sont très importants dans ce domaine en ce moment, et donc c'est très bien, hein, de façon à pouvoir réduire l'intensité carbone de notre énergie. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que avec ce type d'énergie, eh bien, il y a un autre problème qui est celui de l'intermittence. Alors, je vais vous expliquer cela avec un site internet qui s'appelle Electricity Map. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, c'est une application, un site qui vous permet de voir quelle est la production d'électricité dans le monde, dans chaque pays, en temps réel, et de voir aussi quelle est l'intensité carbone de la production d'électricité en fonction du type d'énergie qui est utilisé. Donc là, je vous ai fait une impression d'écran de la situation cet après-midi, donc jeudi 13 mars 2025 à 15 heures. Et donc je vous ai pris je vous ai pris deux exemples. Un premier exemple avec l'Allemagne. Alors l'Allemagne sur le papier, c'est un très bon élève puisque l'Allemagne a investi massivement dans l'éolien et dans le solaire. Ce qu'on voit ici, c'est effectivement les capacités de production d'énergie du solaire et de l'éolien pour l'Allemagne. Et vous voyez que pour le solaire, on a équipé l'Allemagne d'une puissance de 90 gigawatts dans le solaire. 90 gigawatts, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 90 réacteurs nucléaires. Voilà, donc c'est colossal. Et sur l'éolien, on est à 70 gigawatts, donc l'équivalent de 70 réacteurs nucléaires. Donc l'Allemagne a une capacité incroyable en termes d'énergie renouvelable. Pour autant, à 15 heures cet après-midi, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, en fait, la production réelle, c'est pas 90 gigawatts, c'est plutôt 5 gigawatts en solaire et 3 gigawatts en éolien. Pourquoi? Eh bien évidemment, parce que si vous regardez la météo cet après-midi en Allemagne, eh bien vous avez très peu de soleil et vous n'avez pas de vent. Donc, vous n'avez pas de possibilité de créer cette énergie renouvelable peu carbonée. Donc au final, comment fait l'Allemagne pour produire son énergie? Eh bien cet après-midi, elle a brûlé du charbon. Voilà. Et donc le charbon, comme on le voit ici, eh bien c'est 1 kg de CO2 par kilowattheure équivalent. Voilà. Donc au final, à 15 heures, l'Allemagne, on voit ici en marron, a eu une intensité carbone de 552 grammes de CO2 par kilowatt en raison de ce charbon. Donc si vous avez par exemple une automobile, une voiture électrique en Allemagne, et donc du coup que vous roulez à l'électrique, l'électricité allemande cet après-midi, elle était très carbonée, donc potentiellement vous avez même fait plus euh, de mal à l'environnement que si vous aviez une petite citadine à l'essence, hein. Donc ça c'est un vrai sujet. Si on regarde effectivement la situation cet après-midi à la même heure en France, on voit que la carte ici elle est verte. Alors en France, on a fait aussi des investissements, hein, sur le solaire, sur l'éolien. On avait un petit peu plus de soleil en France cet après-midi, donc on a pu faire un petit peu d'électricité verte. Mais par contre, en France, on a aussi énormément investi dans le nucléaire, comme vous savez. Et l'énergie nucléaire émet très peu de carbone. Donc la note de la France cet après-midi, eh bien, c'était 57 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà. Maintenant, si on regarde dans le monde, eh bien voilà la carte que ça nous donne. Vous voyez que elle n'est pas très verte, hein. Donc on a la France, on a effectivement les pays comme la Norvège qui vont être aussi assez verts, mais globalement il y a beaucoup de marron. Pourquoi? Parce que les pays comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'Australie, comme l'Inde, comme les pays aussi du nord de l'Afrique, eh bien, ils utilisent massivement le charbon pour générer leur électricité. Pourquoi?
tout simplement parce que le charbon, c'est l'énergie la moins chère. Voilà. Alors, aurions-nous la solution en Pays de la Loire? Vous avez probablement entendu parler de cette énergie qui paraît assez miracle, qui s'appelle l'hydrogène. Et donc l'hydrogène eh bien, peut être utilisé dans certaines zones. On voit que, en tout cas en Pays de la Loire, on a proposé ce petit poster pour expliquer comment ça marche. Donc je vais vous expliquer. L'idée de l'hydrogène vert, eh bien, c'est de dire j'utilise de l'électricité verte, donc qui est produite par exemple avec des éoliennes ou avec du solaire, ou même avec du nucléaire, puisque le nucléaire émet très peu de carbone. Et puis cette électricité, quand elle est disponible, eh bien, je vais l'utiliser pour faire ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Donc on va voir la formule tout à l'heure. J'utilise l'électricité verte pour faire de l'électrolyse de l'eau et donc du coup je transforme de l'eau en hydrogène. Et donc cet hydrogène, je vais pouvoir le stocker et ensuite alimenter, comme à Nantes ou en tout cas à côté, à Saint-Herblain, eh bien, des bus qui vont pouvoir tourner avec une pile à combustible et donc qui vont pouvoir se propulser avec cet hydrogène et ils vont émettre non pas du carbone mais uniquement de l'eau. Voilà, donc sur le papier, ça semble extrêmement intéressant. Pour autant, ce qu'on voit, c'est que on a des contraintes physiques qui sont extrêmement importantes, puisque je vous ai affiché ici la formule chimique de l'électrolyse de l'eau. Hein, donc on transforme de l'eau en hydrogène et en oxygène, et on voit que pour créer une molécule d'hydrogène, eh bien il faut 285 kJ. Donc il faut beaucoup d'énergie pour réaliser cette électrolyse de l'eau et donc créer une molécule d'hydrogène. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres façons de faire de l'hydrogène. On peut utiliser également le méthane dans un processus qui s'appelle le réformage du méthane. Et donc on combine du méthane avec de la vapeur d'eau à très haute température et pression avec un catalyseur. Et pour une énergie de seulement 252 kJ, on ne crée pas une molécule d'hydrogène, mais 4. Donc ce qui veut dire que le coût de l'hydrogène vert, va être 4,5 fois supérieur à celui de l'hydrogène bleu. Hein. Donc évidemment que dans un marché globalisé, l'hydrogène vert va être en très forte compétition par rapport à l'hydrogène bleu, qui lui va être beaucoup plus facile et beaucoup moins cher à produire. Alors, malgré tout, la Commission européenne, en mai 2024, a annoncé qu'elle souhaitait investir massivement dans des capacités de production d'hydrogène vert en local, en Europe, et donc elle souhaitait produire 10 millions de tonnes par an. Donc, vous vous rappelez que pour que cet hydrogène soit vert, il faut qu'il soit issu d'électricité verte. Donc, soit avec de l'éolienne, soit du solaire, soit du nucléaire. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait construire d'ici 2030 100 centrales nucléaires ou 50 000 éoliennes. Donc, ça paraît extrêmement ambitieux. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu du rôle du gaz naturel. Donc déjà, le gaz naturel, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une énergie fossile hein, qui du coup s'est formée en plusieurs millions d'années par la transformation des matières organiques, qu'elles soient végétales ou animales. Donc maintenant, il y a plusieurs types de gaz naturel. Il y a ce qu'on va appeler le gaz naturel classique qu'on va trouver dans des roches poreuses comme le grès, à environ 1000-2000 mètres de profondeur. Et donc, on va pouvoir l'extraire avec un forage vertical. Donc, c'est des techniques qui sont assez simples et maîtrisées aujourd'hui. Et puis, il y a le gaz naturel non classique. On entend de plus en plus parler aujourd'hui avec, par exemple, le gaz de schiste qu'on a beaucoup aux États-Unis et qui nécessite pour l'extraction eh bien, des techniques un peu plus compliquées. On va faire un forage vertical, puis ensuite on va mettre un coude et un forage horizontal et on va utiliser aussi de la fracturation hydraulique. Donc ce type de technique eh bien, donne accès
à des ressources gazières qui étaient jusqu'à présent inaccessibles, mais qui sont aujourd'hui présentes dans des volumes assez conséquents. La filière gaz, alors comment ça marche? On a d'abord effectivement cette exploration et puis cette extraction du gaz. Une fois effectivement qu'on a extrait le gaz, on va d'abord le stocker et ensuite on va le transporter. Donc on va le transporter avec différentes options, soit par des gazoducs, soit par des méthaniers. Donc c'est le job de la fonction de GTT de designer ces méthaniers pour transporter le gaz sous format liquide d'un point A à un point B. Ensuite, on va à nouveau le stocker. Et puis, donc, du coup, on peut le stocker soit dans des réservoirs terrestres, soit dans des réservoirs naturels sous-marins. Par la suite, ce gaz, eh bien, on va l'envoyer dans les réseaux domestiques, dans les réseaux nationaux, jusqu'au client, donc jusqu'à votre gazinière ou votre chaudière. Alors ici, on voit une carte du réseau national de gaz. Donc comment ça marche? On a effectivement un certain nombre de tuyaux de différents diamètres. Ça peut aller de 8 cm jusqu'à 1 mètre de diamètre. Et on opère ce réseau à des pressions qui vont de seulement 50 millibars jusqu'à 4 bars dans certains gros tuyaux pour avoir suffisamment de débit. La distribution en France, c'est aujourd'hui 25 gestionnaires de réseau, le plus gros étant GRDF qui couvre plus que 96% du marché. Alors sur le plan international, on va avoir deux options pour le transport du gaz, soit des gazoducs, donc avec cette fois-ci des tubes en acier qui vont de 20 cm jusqu'à 1,40 m de diamètre et qui vont transporter du gaz sous forte pression, ça peut aller jusqu'à 100 bars sur des très longues distances, ça peut être plusieurs centaines voire plusieurs milliers de kilomètres. Et donc tous les 80 km, on va avoir une station de recompression du gaz qui va permettre de le recomprimer et de l'envoyer à des gros débits jusqu'au client. L'autre option, c'est d'utiliser le transport maritime, donc avec des méthaniers qui vont transporter le gaz sous format liquide à moins 160 degrés. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de le transporter sous format liquide? Eh bien parce que sous format liquide, vous réduisez son volume, vous le divisez par 600. Donc ça, c'est un fort intérêt, puisque évidemment, ça prend beaucoup moins de place. Par contre, la difficulté technique, c'est que en sous format liquide, la température est cryogénique, elle est de moins 160 degrés. Donc du coup, il va falloir des systèmes de confinement qui sont extrêmement performants, d'une part pour protéger la coque des températures cryogéniques, puisqu'on ne fait pas une coque en inox, sinon ça coûterait très cher. Et puis, deuxièmement, pour éviter d'avoir trop d'évaporation de ce gaz naturel. Donc, du coup, il faut effectivement un système très performant. Alors, la chaîne logistique du GNL, donc on va d'abord extraire le gaz du champ gazier. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le traiter, parce qu'il y a un certain nombre d'impuretés dans ce gaz, comme du CO2, de l'eau, des sulfures. Donc on va retirer toutes ces impuretés, et ensuite, une fois que le gaz est pur, on va pouvoir le liquéfier. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle des trains de liquéfaction. On voit une photo, je vous ai mis une photo en haut du train de liquéfaction de Cheniere aux États-Unis. Et en fait, ces trains de liquéfaction, c'est une succession d'échangeurs de chaleur qui vont successivement abaisser la température du gaz jusqu'à sa température de liquéfaction à moins 160 degrés. Une fois qu'on l'a liquéfié, on va le stocker dans des réservoirs terrestres, par exemple aux États-Unis, et puis ensuite vous allez avoir un méthanier qui va venir récupérer ce gaz naturel liquéfié pour le transporter jusqu'à un client, par exemple en Chine, où il va être à nouveau déchargé et restocké dans des réservoirs terrestres. Et puis, avant d'être envoyé sur le réseau, on va avoir une usine de regazéification. Donc l'objectif, c'est de le remettre sous format gazeuse pour le renvoyer sur le réseau du client. Alors,
La demande de gaz naturel liquéfié, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est elle est stimulée par plusieurs facteurs. Le premier à gauche, eh bien, c'est le fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, vous voyez en Chine, aux États-Unis, en Inde, il y a énormément d'utilisation du charbon, qui est une énergie extrêmement carbonée. Quand vous allez en Chine aujourd'hui et qu'il n'y a pas de vent, vous avez du mal à respirer, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de particules dans l'air qui sont liées au charbon. Et donc, il y a un marché de remplacement de cette énergie primaire qui est le charbon, qui est très carboné, vers le GNL qui permet de réduire de 60% les émissions de CO2. Donc ça, très clairement, ça va être un levier pour stimuler la demande en GNL. À droite, un autre levier, c'est la modernisation de la flotte. On verra tout à l'heure, on a déjà un certain nombre, il y a une flotte de méthaniers qui est assez conséquente, mais on a certains bateaux qui ont un certain âge et en l'occurrence qui sont moins performants que les nouvelles technologies qui rentrent sur le marché aujourd'hui. Et donc, les bateaux qui ont plus de 20 ans, notamment, ils se propulsaient avec du fioul lourd qui, lui, émet pas mal de carbone. Mais depuis 2005, les méthaniers se propulsent avec leur propre cargaison, c'est-à-dire avec du GNL, et ça leur permet effectivement de réduire leurs émissions. L'OMI, l'Organisation maritime internationale, eh bien, émet des restrictions vis-à-vis des émissions de la marine marchande. Et donc petit à petit, eh bien, les bateaux qui ont trop d'émissions vont être mis hors jeu, ils n'auront plus le droit de naviguer. Donc ça appelle aussi à la commande de méthaniers qui sont nouveaux, qui sont plus performants. Et puis le troisième point qui est en bas, eh bien, c'est le besoin de plus de flexibilité, de sécurité d'approvisionnement pour réduire la dépendance. Lorsque vous avez des gazoducs et que votre pays exportateur, eh bien, c'est la Russie, vous êtes complètement dépendant. Donc le GNL offre cette indépendance de pouvoir vous faire livrer par plusieurs clients différents. Alors, lorsqu'on regarde le mix énergétique global, mondial, hein, sur la gauche, ces 20 dernières années et sur les 20-25 années qui viennent, qu'est-ce qu'on voit? On voit en violet et en gris la progression du charbon et du pétrole qui vont plutôt avoir tendance à diminuer dans le mix énergétique et qui vont plutôt être remplacés eh bien, par la courbe bleue que vous voyez qui est le gaz naturel. Le gaz naturel est moins carboné et il va pouvoir remplacer petit à petit le pétrole et le charbon. Ce qu'on voit en bleu pointillé, c'est la part du gaz qui est liquéfié, c'est le GNL. Et paradoxalement, finalement, c'est très faible par rapport au gaz naturel tout court, hein, qui est véhiculé aujourd'hui par les gazoducs. On est au début des années 2000 à seulement 2% dans le mix énergétique mondial et on s'attend en 2050 à être aux alentours de 6%. Donc lui, le GNL, il a vraiment le vent en poupe et en l'occurrence, il va vraiment grimper dans les années qui viennent. Et puis ce qu'on voit grimper aussi, et c'est très bien, eh bien, ce sont les énergies renouvelables, hein, on a des technologies qui sont de plus en plus performantes, même s'il y a un vrai sujet pour pallier les intermittences, comme on l'a pu le voir tout à l'heure sur l'Allemagne. À droite, vous avez le mix énergétique de la Chine, et ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, eh bien le gros pavé gris là, c'est le charbon. Vous avez plus de 50% du mix énergétique en Chine actuellement qui correspond à du charbon. Donc la Chine est extrêmement carbonée, c'est pour ça qu'on respire mal là-bas. Et pour autant, la Chine est bien investie massivement dans le GNL. C'est le premier importateur mondial de GNL. Donc la Chine investit dans le renouvelable, les véhicules électriques, vous le savez, dans le photovoltaïque, mais aussi dans le GNL, parce qu'elle est consciente que les énergies renouvelables seules ne vont pas permettre d'alimenter tous les besoins en énergie. Alors, quand on regarde la croissance du GNL sur un horizon 2030-2040, vous aviez un premier scénario qui avait été établi il y a quelques années,
qui est le scénario des accords de Paris, le net zéro carbone en 2050. Et ce scénario-là, eh bien, il prédisait qu'à partir de 2030, il y aurait une stabilisation de la demande de GNL, hein, qu'elle n'augmenterait pas. Aujourd'hui, ce scénario, il est de moins en moins crédible parce que finalement, les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, etc., ça va mettre beaucoup plus de temps que prévu à s'installer parce que ça coûte extrêmement cher. Donc, ce qui est le plus crédible aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les central scenarios, où on s'attend effectivement à une augmentation de l'ordre de 6 à 7% par an jusqu'à 2040. Ensuite, sur la droite, quand on regarde l'équilibre entre offre et demande, eh bien, on voit ici les barres bleues qui correspondent à la production actuelle et à venir. Et en rouge, vous avez la demande. À partir de 2040, on va voir qu'il y aura un gap à compenser. Donc, on s'attend à devoir produire entre 140 et 210 000 millions de tonnes par an supplémentaires. Pardon, 210 millions de tonnes par an supplémentaires. Alors, la chaîne logistique du GNL en France. Aujourd'hui, en France, on dispose d'un certain nombre de terminaux méthaniers qui vont permettre à la fois de recevoir le gaz naturel liquéfié et de le regazéifier pour le renvoyer dans notre réseau. Donc, par ordre chronologique, on a d'abord eu Fos-Tonquin en 1972, puis Montoire de Bretagne en 1980, donc à côté de Nantes, puis Fos-Cabaou en 2010 et Dunkerque ensuite dans le nord en 2017. Puis très récemment, on a une nouvelle FSRU. Donc une FSRU, c'est quoi? C'est un méthanier sur lequel on a installé sur le pont une usine de regazéification. Donc ça, c'est très pratique parce que ça vous permet de, voilà, assez vite d'avoir un système, une usine qui vous permet de stocker, regazéifier et d'envoyer tout ça dans le réseau. Donc ça, c'est arrivé en 2023 au Havre. Voilà, suite à la guerre en Ukraine où il a fallu se passer de gaz russe, et effectivement, ça a permis de renforcer la diversification des approvisionnements énergétiques et de réduire notre dépendance au gaz russe. Alors, maintenant, on va aborder la partie gaz au cœur des conflits. Le graphique que vous voyez sur votre gauche représente les différents gazoducs qui alimentent l'Europe en gaz. Donc vous avez des gazoducs qui nous apportent du gaz d'Algérie, vous en avez qui en apportent de Libye, vous en avez d'autres qui apportent du gaz à partir de l'Iran, mais la majorité des gazoducs qui nous apportent du gaz aujourd'hui, c'est les gazoducs qui viennent de Russie, qui nous apportent du gaz, notamment de Sibérie, du nord de la Russie. Donc il y en a qui passent effectivement par l'Ukraine, il y en a qui passent par la Pologne, la Biélorussie, il y en a qui passent également par la mer Baltique, le fameux Nord Stream. Donc évidemment, l'Europe était extrêmement dépendante du gaz russe. Et lorsqu'il y a eu en février 2022 l'invasion de l'Ukraine, alors malgré les protestations de l'Europe, malgré l'ensemble des sanctions que vous connaissez, l'Europe n'a pas pu fermer immédiatement le robinet. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on avait une dépendance extrêmement forte vis-à-vis de ce gaz. On avait besoin de ce gaz pour notre activité, hein, pour éviter qu'effectivement il y ait une inflation folle. Donc il a fallu effectivement du temps, plusieurs mois, de façon à trouver d'autres solutions avec du gaz qui est venu du Qatar, des États-Unis, etc., de façon effectivement à pouvoir se passer de ce gaz. Donc Nord Stream a été finalement arrêté 8 mois après le début de l'invasion. Et le gaz qui passe en Ukraine, c'est seulement au 1er janvier 2025 que le robinet a été coupé. Donc on a réduit de manière considérable les importations de gaz russe, mais c'est dire si effectivement on était très très dépendant de ce gaz. Alors, le mot conflit,
est associé à celui de l'énergie. Ça, c'est une phrase qui a été prononcée par Fatih Birol, qui est le directeur de l'Agence internationale de l'énergie. Quand il y a eu effectivement quand la guerre en Ukraine a démarré, eh bien évidemment l'Europe a essayé de trouver des solutions pour se passer d'hydrocarbures russes, que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole. Et donc pour ça, elle s'est retournée vers d'autres pays comme le Qatar, comme les États-Unis, etc. Et donc évidemment, ça a fait flamber les prix. Ça a fait flamber les prix, ça a mis le marché de l'énergie sous tension. Le prix du gaz a été multiplié par 15. Et donc l'énergie s'est envolée en termes de prix, ce qui fait que les entreprises qui avaient besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner, comme les boulangeries, comme ici à l'image les poteries d'Albi, eh bien, ont vu leurs factures multipliées par 5, par 6. Elles ont été prises à la gorge et beaucoup d'entre elles ont dû mettre la clé sous la porte. Donc pour pallier ça, eh bien, l'Union européenne a quand même investi massivement dans l'économie, 450 milliards d'euros rapidement pour limiter l'inflation. Donc ça, c'est effectivement quand on est un pays riche. Donc quand on effectivement on importe, on est importateur d'énergie et qu'on est riche, eh bien, on peut aider effectivement notre économie à s'en sortir. Maintenant, si vous êtes un pays pauvre, ça se passe différemment. Un pays en développement, on s'est retrouvé effectivement avec 70 millions de personnes qui n'avaient plus la possibilité de se payer du gaz parce qu'il était devenu trop cher et qui du coup n'avaient plus accès à l'électricité. 100 millions de personnes qui ont dû revenir au bois et au charbon pour faire leur cuisine. Donc nous, en France, en Europe, on a été impacté. On a vu effectivement l'inflation qui a augmenté et pendant un certain nombre d'années, mais dans des pays qui sont en développement, je dirais que les conséquences ont été beaucoup plus dramatiques. Donc on voit véritablement que effectivement lorsque vous avez ce type de dépendance avec l'énergie, eh bien le jour où il y a un conflit, le jour où il y a une guerre, il y aura effectivement un impact qui peut être considérable sur les prix de l'énergie et sur la vie de millions d'êtres humains. Et le GNL, eh bien, c'est une des solutions pour eh bien, réduire notre dépendance, notamment vis-à-vis du gaz russe. Lorsque vous regardez cette map monde, eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine de pays qui sont en capacité de produire et d'exporter du gaz. Donc il y a les États-Unis, le Qatar, il va y avoir l'Australie également, mais certains pays d'Afrique comme l'Algérie, comme le Nigeria, comme l'Angola, bientôt le Mozambique. Et donc le fait de passer du gaz au gaz naturel liquéfié, et donc qui permet effectivement un transport par voie maritime, eh bien ça réduit énormément votre dépendance à un acteur unique. Alors, sur cette carte, ce que vous voyez en les petites bulles bleu foncé, eh bien, ce sont les capacités de production actuelles de GNL. Donc, vous voyez qu'on a eh bien, plein d'endroits dans le monde qui sont capables de produire du GNL aujourd'hui, aux États-Unis, en Afrique, en Océanie, au Moyen-Orient. Et puis les petites bulles bleu clair, eh bien, ce sont les capacités de production qui vont bientôt être livrées, en tout cas sur la décennie à venir. Et donc vous voyez qu'il y a des investissements majeurs qui ont été initiés dans des nouvelles capacités de production, particulièrement aux États-Unis, au Qatar et en Océanie. Donc ce qu'on voit, c'est que dans les années qui viennent, on s'attend voilà, d'ici 2029 à 160 millions de tonnes supplémentaires par an qui vont être en production. Et donc il faudra 255 méthaniers pour transporter eh bien, ces 160 millions de tonnes supplémentaires. Alors sur les 255, il y en a déjà 180 qui sont commandés en construction, donc ce qui veut dire qu'il en faudra 75 supplémentaires qu'il faudra commander.
On s'attend aussi à avoir des FID, donc des Final Investment Decisions, des décisions finales d'investissement qui devront être prises d'ici 2025-2026, donc que ce soit en Indonésie, au Canada, au Qatar, au Mozambique, et aussi beaucoup de projets aux US qui devraient voir le jour assez rapidement. Alors, quelle perspective pour le GNL à l'horizon 2050? Comme je vous disais, aujourd'hui, dans le mix énergétique, on a encore beaucoup de pétrole et de charbon. Et donc, le gaz naturel, eh bien, c'est l'énergie fossile qui est aujourd'hui la moins carbonée. Donc, il va y avoir un marché de remplacement de ces énergies fossiles que sont le charbon et le pétrole. Je vous rappelle, on fait 60% d'émissions de CO2 en moins par rapport au charbon. Donc clairement, pour la Chine, ça va être un énorme levier pour réduire son impact environnemental. Et puis moins 20% par rapport au pétrole. Donc là encore, effectivement, on va avoir possibilité de remplacer ces deux énergies. D'autant plus que avec les nouvelles techniques pour aller chercher le gaz de schiste, eh bien, on a des volumes qui sont considérables et qui vont être en mesure de remplacer ces deux énergies. Donc on peut se dire, ok, on met le paquet sur le renouvelable, mais très clairement, ça suffira pas. Et donc, il faudra plusieurs types de technologies. Il y aura le nucléaire en France, mais le nucléaire, ça ira pas non plus dans tous les pays, hein. Donc il y a d'autres enjeux, il y a une complexité technique, etc. Il y a des risques aussi, mais c'est pour ça qu'il y aura plusieurs sources d'énergie qui devront cohabiter de façon à ce qu'on puisse réduire l'impact environnemental de notre consommation d'énergie. Ce qu'on voit en bas à gauche, eh bien, c'est l'exemple du Brésil qui avait beaucoup misé sur l'hydroélectrique. Et malheureusement, avec le réchauffement climatique, eh bien, le Brésil est confronté à des phénomènes de sécheresse qui font qu'il est dans une situation dramatique pour produire de l'électricité. Donc là encore, on va pouvoir, on l'a déjà fait, envoyer des FSRU, hein, donc les fameux méthaniers avec une unité de regazéification sur le pont, de façon à alimenter rapidement ce pays en gaz et donc en capacité de production d'électricité. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de pays qui sont capables de produire du GNL. Donc c'est ceux qui sont en jaune sur la carte. On l'a expliqué tout à l'heure, il y en a une vingtaine. Et puis effectivement, il y a les solutions comme l'éolien, comme le solaire, mais avec cette problématique d'intermittence qu'on a évoquée tout à l'heure. Et le GNL va pouvoir compléter ce type d'énergie avec un atout qui est important, c'est que le GNL se stocke. On a du coup la possibilité de stocker cette énergie avec nos réservoirs terrestres. Alors maintenant, on va passer à la réponse technologique. Et alors, évidemment, voici enfin ces beaux méthaniers qui existent depuis maintenant plus de 60 ans. Cette technologie française qui était évoquée en introduction et qui aujourd'hui a le monopole mondial, et cela depuis maintenant plusieurs décennies, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres technologies, pas d'autres entreprises en dehors de GTT qui produit ou en tout cas qui design ce type de technologie, parce que effectivement elle est robuste, elle est fiable, elle est sûre et elle est très compétitive. Donc on a deux types de technologies, une issue de Gaz Transport, l'autre de Technigaz, qui ont fusionné en 1994 pour donner Gaz Transport et Technigaz. Alors, quand on regarde la flotte aujourd'hui des méthaniers, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 10 ans, en 2015, on était à peu près à 300 méthaniers qui naviguaient. 10 ans après, en 2025, aujourd'hui, on est à peu près à 600 méthaniers. Et avec effectivement la demande qui est boostée par les enjeux que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, on s'attend à être à plus de 900 avant la fin de la décennie. Quelques belles réussites avec la membrane de GTT. Alors vous avez à gauche un méthanier particulier qui est en fait un méthanier arctique. Donc c'est un navire qui est capable d'évoluer
dans des conditions de glace jusqu'à 2,50 m. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il évolue en marche arrière. Il a des pods qui cassent la glace, donc il peut reculer à 5 nœuds, donc 10 km/h en marche arrière, et progresser comme ça dans la glace à -40, -50 degrés. Ensuite, vous avez au centre un navire de croisière de luxe dont l'armateur est Ponant, hein, donc un armateur français dans le sud de la France. Et donc c'est un armateur qui propose des croisières de luxe dans des environnements assez singuliers, puisque c'est un bateau qui va opérer soit en Arctique, soit en Antarctique. Donc pour 10 000 € la semaine, eh bien vous pouvez vous payer une croisière qui va être assez incroyable. Et en fait, l'objectif de Ponant, eh bien, c'était d'avoir un impact environnemental le plus faible possible. Et c'est pour ça qu'il a choisi le GNL plutôt que le fuel lourd, hein, comme les bateaux avaient l'habitude d'utiliser comme énergie pour se propulser. Le GNL a été choisi en 2017. Et là, vous avez effectivement une photo de la cuve membrane à l'intérieur de ce bateau. Donc avec 4000 m3 de GNL, il peut progresser pendant des mois en opération, que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Et puis sur la droite, vous avez un paquebot, un monstre des mers, de la compagnie française CMA-CGM, qui est basée à Marseille, et qui était donc en 2017 le plus gros porte-conteneurs au monde. Il peut transporter 23 000 conteneurs. Donc vous imaginez 23 000 camions, 23 000 conteneurs. Donc c'est un bateau qui fait 400 mètres de long, qui fait 70 mètres de large. Et il a choisi le GNL pour se propulser. C'est pour ça qu'il a une belle peinture verte, hein, pour montrer effectivement qu'il a réduit ses émissions de CO2 de 25% par rapport à l'utilisation d'un fuel lourd. Et donc on a designé, on a construit cette cuve qui fait 52 mètres de large, qui a une capacité de 18 000 mètres cubes et qui permet à ce type de bateau de faire Amsterdam, Shanghai, aller-retour, sans avoir à refueler, hein. Donc ça fait effectivement 2 mois d'autonomie et donc en émettant 25% de moins de CO2. Quelques autres réussites, vous avez en haut à gauche une GBS qui a été construite en Arctique. Vous avez ici au centre un réservoir terrestre, puisque GTT ne construit pas que des bateaux, mais aussi effectivement des réservoirs terrestres. Et donc là, effectivement, vous avez un réservoir qui fait 200 000 m3 de GNL et qui a été livré récemment en Chine. À droite, vous avez une cuve d'un porte-conteneur et là on est sur un rétrofit. Donc en l'occurrence c'était un porte-conteneur qui fonctionnait au fioul et l'armateur a décidé de le convertir. Donc on a coupé le bateau en deux et puis on est venu rajouter cette section, cet exosquelette qui a été du coup ressoudé sur la carène du navire. Et puis en bas, vous avez toujours équipé de membrane GTT ce qu'on appelle une FLNG. Donc là, on est sur une extraction de gaz en conditions offshore, donc en pleine mer, par des milliers de mètres de fond. Vous avez d'abord effectivement réalisé un forage, et puis ensuite on vient mettre une barge qui est équipée eh bien, de toutes les capacités pour traiter le gaz et le reliquéfier. Et donc cette barge, c'est pour ça que c'est assez impressionnant, hein. C'est une barge qui fait 500 mètres de long, qui fait 74 mètres de large et qui va faire 100 mètres de haut, hein. Donc effectivement de l'acquis jusqu'au pont principal vous avez 50 mètres et du pont principal jusqu'en haut de la grue vous avez à nouveau 50 mètres. Donc c'est vraiment un monstre des mers qui peut voir jusqu'à des vagues de 17 mètres de haut et pour autant c'est tellement imposant que ça bouge quasiment pas, hein. Donc à l'intérieur, vous avez une capacité de stockage de 220 000 m3 de GNL et toutes les semaines, vous avez un méthanier de 174 000 m3 qui va venir à couple
pour décharger la cargaison de la FLNG dans le méthanier et qui va ensuite pouvoir le livrer, par exemple en Europe. Alors, sur ce shipping, eh bien, nous aussi, GTT, on fait un certain nombre d'efforts pour essayer de continuer à décarboner le shipping, continuer à décarboner notre industrie, parce que c'est un enjeu pour la planète, pour les générations futures. Aujourd'hui, le bateau standard, c'est un bateau qui fait 174 000 m3. Même si aujourd'hui les Qataris nous commandent des encore plus gros bateaux, 271 000 m3, mais le standard c'est plutôt 174 000 m3 qui navigue à 19 nœuds, donc environ 35 km/h. Alors l'idée qu'on a eue, eh bien, c'est de faire un bateau qui est un petit peu plus gros, qui fait 200 000 m3, mais qui navigue un peu moins vite, donc à 14 nœuds plutôt que 19 nœuds. Et en fait, s'il navigue moins vite, et bien du coup, il y a besoin de beaucoup moins de puissance pour se propulser. Donc l'objectif, c'est finalement sur une année complète de transporter exactement le même volume, mais moins vite. Et donc du coup, eh bien, l'impact environnemental va être extrêmement intéressant puisque vous allez réduire de 20% les émissions de CO2. Donc ça, c'est une première façon de faire, c'est-à-dire d'avoir des plus gros bateaux qui naviguent moins vite et donc du coup qui ont un impact carbone qui va être plus faible pour la planète. Et puis un deuxième exemple que je vous ai mis ici, c'est la propulsion véhélique. On voit de plus en plus d'entreprises qui proposent plein de types de voiles, donc des voiles voilà, rigides, on a même des voiles de kite, hein, des gros cerfs-volants qui tractent les bateaux. Nous, on croit plus dans la technologie Barn for Blue, dans laquelle GTT a un petit peu investi, et qui sont des voiles qui, donc, sous forme de cylindres, où il y a effectivement un système d'aspiration qui vient permettre de recoller les flux d'air de façon à maximiser la portance. Et donc, vous avez effectivement une poussée qui s'exerce et qui va permettre de faire avancer le bateau, en tout cas de mettre un effort de propulsion supplémentaire. Et avec ce type de voile, vous allez réduire de 5% la consommation de carburant du bateau. Donc il y a un retour sur investissement qui est de l'ordre de 5 ans à peu près, mais effectivement il y a un impact carbone qui est assez intéressant. Alors maintenant, j'ai parlé de GNL, j'ai parlé effectivement des énergies du type éolien, solaire, etc. Je voudrais aussi dire que, bien évidemment, même si on est convaincu que le GNL va avoir une place très importante dans les décennies qui viennent, on se prépare déjà à la suite. En l'occurrence, on l'a vu, les Européens veulent investir massivement dans des énergies qui sont complètement décarbonées, comme l'hydrogène, comme l'ammoniac. Pourquoi? Pour essayer de maintenir la hausse de température à un seuil qui ne soit pas trop élevé. On visait dans les accords de Paris 1,5 degré en 2050. Bon, visiblement, le 1,5 degré, on aura beaucoup de mal à le tenir. On se prépare déjà plutôt à... J'entendais à la radio lundi que le gouvernement se préparait à 4 degrés. Hein. Donc il va falloir effectivement eh bien, trouver des solutions pour avoir des énergies qui sont encore moins carbonées que le GNL. Et ces énergies, eh bien, ça peut être l'hydrogène, ça peut être l'ammoniac. Et donc, en tout cas, il va falloir s'y préparer. Et donc, nous, GTT, eh bien, on se dit, il va y avoir des pays qui ont beaucoup de solaire, qui ont beaucoup de capacités aussi, beaucoup de vent, donc ils pourront faire de l'éolien. C'est le cas de l'Australie, c'est le cas du Chili, c'est aussi le cas du Qatar. Et donc ces pays, eh bien, ils vont avoir des capacités de production d'électricité verte qui vont pouvoir du coup transformer en hydrogène ou en ammoniac et ensuite transférer, vendre, exporter vers des pays comme l'Europe qui veulent consommer de l'énergie bas carbone. Et donc, il y aura des enjeux avec des flux entre pays exportateurs et pays importateurs. Et il faudra développer des technologies, des bateaux qui seront capables eh bien, de transporter ce type d'énergie décarbonée. L'hydrogène,
la température c'est 20 Kelvin, c'est-à-dire moins 252 degrés. Donc c'est encore plus compliqué que le GNL qui est à moins 163 degrés. Donc là où GTT a développé des compétences, une expertise pour transporter des liquides cryogéniques, eh bien l'idée c'est également d'utiliser cette même expertise et on investit aujourd'hui énormément dans la recherche et le développement de façon à être capable de transporter ce nouveau type d'énergie qui va voir le jour dans les années, dans les décennies qui viennent. Alors, les technologies sauront-elles répondre aux besoins? Je vous disais tout à l'heure, l'Organisation maritime internationale a des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, hein, qui sont effectivement de réduire les émissions du shipping. Aujourd'hui, le shipping, donc le transport maritime, c'est 3% des émissions mondiales. Et donc, eh bien, ce qu'a fait l'OMI, c'est qu'elle a mis en place un système de notation en fonction de l'impact carbone de chaque bateau, un peu comme la vignette que vous avez sur votre voiture aujourd'hui. Voilà, donc si vous êtes en A, B, C, D, etc. Et donc les bateaux qui aujourd'hui sont par exemple en C, eh bien, dans 10 ans, potentiellement, s'ils font rien, ils seront plus en C, ils seront en D, voire en E. Et au bout d'un moment, eh bien, s'ils émettent trop de carbone, ils n'auront même plus le droit de naviguer ou alors ils auront des pénalités telles que ça va être trop compliqué pour eux. Donc c'est une incitation effectivement à trouver des solutions technologiques pour émettre le moins possible de carbone. Donc ça nous pousse, nous les industriels, nous les entreprises de technologie, à trouver des solutions pour nos clients. Donc ça peut être par exemple en optimisant la forme des carènes pour optimiser l'hydrodynamique. Ça peut être en proposant des rideaux de bulles. Ça, ce sont déjà des technologies qui commencent à arriver sur le marché. On vient mettre un rideau de bulles sous la carène. Et en faisant ça, eh bien, ça permet une plus faible résistance à l'avancement, hein. Donc on gagne 1 à 2% de consommation de carburant. Alors, c'est jamais 50%, hein. C'est toujours des petits gains par-ci par-là, mais l'objectif c'est d'avoir des petits gains partout parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et puis, il y a également des propositions d'hélices contrarotatives, hein, qui tournent donc chacune dans un sens opposé, de façon à réduire aussi les efforts de traînée, des optimisations des gouvernails, des systèmes de récupération de chaleur, des panneaux solaires sur des ponts, comme là c'est le bateau qu'on voit ici, c'est un bateau qui transporte des voitures. Donc il a un pont qui est plat et l'objectif c'est de mettre des panneaux solaires pour essayer de récupérer un petit peu d'énergie. Là on a ici un système d'optimisation de route. Donc là l'idée c'est on appelle du weather routing. On a effectivement les données de prévision météo sur la route à 5 jours, à 10 jours. Et l'objectif, ça va être de trouver la route optimale. Comme sur un avion, finalement, quand vous faites Paris-New York, eh bien, le pilote, il va analyser la route et effectivement, en fonction des vents, il va trouver la meilleure trajectoire pour consommer le moins possible de carburant. Et bien là, c'est pareil. On va faire du weather routing en analysant la météo et vous allez avoir des systèmes, et c'est quelque chose que nous, GTT, on vend avec une filiale qui s'appelle Ascens Marorka, donc avec du digital, pour permettre à nos clients de consommer le moins possible de carburant. Donc c'est évidemment bien sur le plan économique, mais aussi si vous consommez moins de carburant, vous faites moins d'émissions. Et puis on a de plus en plus de digitalisation. Alors on n'a pas autant de capteurs que sur un avion, mais on a de plus en plus de capteurs sur les bateaux. Aujourd'hui, on a des centaines de capteurs qui nous donnent de l'information et qui nous permettent de faire ce qu'on appelle du smart shipping, donc de la navigation intelligente et d'optimiser un certain nombre de systèmes pour effectivement réduire les émissions. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a de plus en plus de données, hein. Donc là, vous avez effectivement le nuage, tout ce nuage de points. En fait, c'est des positions de toute la flotte de bateaux dans le monde. Donc on a de plus en plus de données, on peut faire du big data et à partir de ces données, on peut entraîner des modèles de machine learning
qui, là encore, vont nous permettre de faire de l'optimisation. Et puis enfin, il y a des possibilités de faire des maintenances optimisées sur l'hélice, sur la coque. Vous voyez, cela, en fait, ce sont des coquillages, donc on dit du fouling en anglais. Et en fait, tous ces coquillages qui viennent sur l'hélice, qui viennent sur la coque, eh bien, ça dégrade la capacité de la coque à rentrer dans l'eau sans résistance. Donc là encore, il y a des possibilités pour effectivement avoir une meilleure maintenance des coques et limiter la résistance à l'avancement et donc limiter effectivement la consommation de carburant. Donc voilà, en conclusion, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que premièrement, on voit que dans les décennies qui vont venir, eh bien, on va avoir des besoins énergétiques qui vont être croissants. Pourquoi? Parce qu'on a une population mondiale qui est en croissance, un PIB qui est en croissance, etc. Donc il va falloir accompagner cette croissance et bien entendu, on aura besoin de plus d'énergie. Aujourd'hui, l'énergie, elle est très carbonée. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de charbon, on a beaucoup de pétrole. Et en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est que le gaz naturel, c'est une énergie qui est la moins carbonée des énergies fossiles, moins 60% par rapport au charbon, moins 20% par rapport au pétrole, et on en dispose dans des volumes qui sont assez conséquents. Donc l'objectif, eh bien, ça va être d'essayer de remplacer ces deux énergies que sont le charbon et le pétrole avec du gaz. On voit que le gaz naturel liquéfié, eh bien, permet aussi de réduire la dépendance à certains États comme la Russie, où effectivement, lorsque vous avez des conflits qui éclatent, eh bien, ça peut avoir des impacts qui sont très significatifs sur le prix de l'énergie. Donc le GNL, eh bien, c'est l'indépendance vis-à-vis de l'énergie, puisqu'on a une vingtaine de pays exportateurs à qui on peut acheter le gaz. Il y a évidemment les énergies renouvelables, comme le solaire, comme l'éolien, et il faut qu'on continue d'investir dans ces énergies. Maintenant, il y a le sujet de l'intermittence, et donc effectivement le GNL peut pallier ce problème d'intermittence, et donc on aura besoin effectivement de l'ensemble de ces énergies pour à la fin avoir un mix qui soit le moins carboné possible. Et puis je termine avec l'hydrogène. Alors l'hydrogène, on est convaincu que c'est l'énergie de demain. L'Europe a décidé d'investir massivement. Ce qu'on voit, c'est que ça va probablement prendre plus de temps que prévu. Vous connaissez le contexte actuel où on a probablement besoin d'investir aussi dans la défense. Et donc, il y aura des arbitrages à faire. Et évidemment, effectivement, on se dit que cette énergie verte qu'est l'hydrogène, que sont l'ammoniac également, on va y venir un jour parce qu'on aura besoin d'avoir encore moins de carbone dans notre énergie, mais ça va prendre du temps. Et nous, GTT, on se prépare parce que au final, que ce soit du GNL, que ce soit de l'hydrogène, que ce soit de l'ammoniac, c'est un liquide cryogénique et on a la capacité eh bien, de le stocker, de le transporter. Donc le jour effectivement où les technologies et les investissements seront là, eh bien, on aura la capacité de proposer des technologies GTT qui vont du coup eh bien, compléter ces besoins. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et maintenant je suis disponible pour vos questions. Alors merci Monsieur Ouvrard. Je crois qu'on peut, on peut le féliciter de la capacité de vulgarisation en fait comment dire, de cette problématique qui représente quand même une forme de complexité. Donc je pense que tous, autant que nous sommes, nous avons bien intégré toute la problématique de l'énergie relative à sa future production et aux besoins que nous pourrons rencontrer. Donc pour moi c'était important que nous puissions avoir ce type de réponse, mais je suis persuadé que vous avez encore plein de questions à poser. Donc si vous êtes d'accord, à disposition pour les questions. Bon, je vais faire le porte-micro, ce sera très bien. Je vais commencer, le premier doigt levé, le deuxième et le troisième, voilà. Et puis après j'irai au fond. Bonsoir, merci pour votre exposé. Vous avez indiqué que le gaz naturel est mieux disant de 60% par rapport
charbon. au charbon. Et lorsqu'il est liquéfié, quel est le coût de la liquéfaction et de la déliquéfaction, surtout si c'est fait avec de l'énergie carbonée? Donc c'est ma première question. Et la deuxième, c'est dans votre secteur d'activité, je crois qu'il y a déjà eu des opérations de consolidation et de réduction du nombre d'acteurs du secteur. Est-ce qu'il y en a à venir? Et est-ce que naturellement il devrait y en avoir dans les 3-4 ans ou 10 ans à venir? Une réduction du nombre d'acteurs? Sur le gaz naturel liquéfié? Oui. Non, sur votre technologie de construction de coques, là. Ah oui. Alors, en fait, aujourd'hui, donc on est aujourd'hui, il y a plusieurs. Alors, qui construit effectivement les méthaniers aujourd'hui? Ce sont les chantiers navals coréens et les chantiers navals chinois. Jusqu'à présent, on avait l'habitude d'avoir 3-4 gros chantiers qui étaient en Corée. Donc, on avait Samsung, on avait Daewoo, on avait Hyundai, et donc Hyundai en fait avait un chantier à Ulsan et un autre qui était à Gojé. Donc on avait 4 gros chantiers navals. Et en fait, quand on a vu le développement du GNL, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, et bien, et avant ça, on avait aussi des chantiers au Japon, hein. Et quand effectivement il y a eu un développement du GNL, eh bien les Chinois se sont dit il y a un business à faire des méthaniers. Et maintenant, on voit effectivement plusieurs chantiers chinois qui sont soit étatiques, hein, soit privés, qui se développent aujourd'hui. On a 5 chantiers chinois qui produisent maintenant des méthaniers. Donc on a de plus en plus de chantiers, et je dirais qu'il y a une compétition qui est extrêmement forte entre les chantiers chinois et les chantiers coréens. Les Coréens ont extrêmement peur en fait de se faire prendre tout le marché parce que en général vous avez un méthanier, ça coûte aujourd'hui à peu près 250 millions de dollars en Corée, alors qu'en Chine vous êtes peut-être à 220 millions. Donc il y a peut-être 30 millions de dollars d'écart, parce que produire en Chine, c'est moins cher. Et donc effectivement, la compétition, elle est plus là. Aujourd'hui, vis-à-vis de notre technologie, on sait qu'on a les chantiers essayent de se passer de nous, hein, donc de développer leur propre technologie et puis pour nous remplacer. Ils ont fait des essais, ils ont construit des bateaux, et en fait les bateaux ont eu des problèmes. Il y avait des points froids sur la coque, on pouvait voir des glaçons de partout, etc. Donc ça nous a donné un peu d'oxygène, parce que finalement faire des technologies de confinement cryogénique, eh bien c'est loin d'être simple. Donc il y a de la compétition entre chantiers, mais vis-à-vis des technologies, pour l'instant, on arrive encore à avoir cette situation de monopole. Vis-à-vis de votre première question sur le fait de le liquéfier, oui, il va y avoir effectivement un coût qui va être lié à la liquéfaction. Il va y avoir, ça va augmenter effectivement légèrement l'intensité carbone, parce que effectivement vous êtes obligé de le liquéfier. Et donc c'est probablement aussi pour ça que dans le mix énergétique, il y a beaucoup plus de proportion de gaz naturel tout court, donc qui est transporté par gazoduc, que de gaz naturel liquéfié. Pour autant, eh bien, on se rend compte aujourd'hui de la dépendance qu'on avait, parce qu'à partir du moment où vous avez un gazoduc, il y a des situations géopolitiques, le gazoduc qui traverse un certain nombre de pays. Vous avez un pays exportateur qui du coup effectivement a un énorme impact sur vous, si demain il décide d'arrêter par exemple son contrat, ou s'il rentre en guerre. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement on avait beaucoup plus de gaz naturel que de gaz naturel liquéfié. Mais aujourd'hui tout le monde prend conscience que eh bien, le fait de liquéfier, de pouvoir le transporter par voie maritime, eh bien, ça réduit énormément la dépendance. Vous n'avez pas évoqué le natural gas et l'LPG. Pourquoi? Et quelle est sa part dans les importations
Alors, effectivement, j'ai pas évoqué le LPG. Aujourd'hui, nous, on a un marché avec les éthaniers. Depuis 2016, on a pris un certain nombre de commandes d'éthaniers. Ces éthaniers, ils sont capables également de transporter du GPL, donc du butane, du propane, mais plus disons que c'est au cas où le marché de l'éthane eh bien, se réduit, ils auront la possibilité, ces bateaux, de transporter du GPL. Ce qu'il faut voir, c'est que pour le GPL, le butane, le propane, etc., on n'a pas besoin d'avoir des technologies extrêmement complexes comme ce qu'on a développé pour le méthane. Hein, sur le butane, vous êtes à 0 degré, enfin le GPL, c'est quasiment à température ambiante. Donc du coup, on ne s'est pas positionné sur des GPLiers parce que ce sont des bateaux qui sont beaucoup plus simples à construire, qui ne nécessitent pas de technologies complexes, et donc on n'avait pas finalement de possibilité de prendre des parts de marché. Hein, c'était pas suffisamment proche de notre business model. Par contre, sur les éthaniers, l'éthane c'est moins 90 degrés, et là en l'occurrence, on a réussi à développer des parts de marché, et aujourd'hui on a 50% du marché. Sur la part des importations, là effectivement aujourd'hui l'éthane il est beaucoup produit aux États-Unis. Hein, vous avez peut-être entendu parler du shale gas, hein, du gaz de schiste aux États-Unis, et donc il y a beaucoup d'éthane. Et l'éthane aujourd'hui il sert surtout en fait il est utilisé dans la production de plastique. Hein, donc finalement dans votre champ pétrolifère gazier aux États-Unis, vous avez un peu de tout, vous avez du pétrole, vous avez du méthane, vous avez de l'éthane, et cet éthane, en fait, il est transporté, par exemple, jusqu'en Chine, et ensuite il est converti en plastique. Hein, donc aujourd'hui, c'est l'une des raisons principales de l'export de l'éthane, c'est pour ensuite en faire du plastique. Comment? Oui. Oui. Je vous prends juste après. Oui, j'aurais voulu savoir quelle est la part du coût du transport dans le coût de l'énergie finale. Alors, la part du coût du transport, je crois qu'elle est assez faible. J'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que le- la part la plus importante, c'est lié vraiment à à la production donc l'extraction, le fait de ensuite pouvoir le filtrer, enlever toutes les impuretés, le liquéfier. La liquéfaction, oui, ça coûte relativement cher. Il faut des infrastructures qui vont coûter des milliards de dollars. Tous les investissements dont je vous parlais, là, effectivement, à chaque fois, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table. Et donc, ces trains de reliquéfaction, c'est ce qui coûte très cher. La FLNG dont je vous parlais tout à l'heure, donc cette barge là qui fait 500 mètres de long, 74 mètres de large, ça a coûté 10 milliards de dollars à Shell, hein, pour la faire. Donc il faut c'est un risque énorme. C'est un risque énorme, et donc c'est ça qui coûte le plus cher. Après, finalement, les méthaniers, ce qu'on sait, c'est ils sont rentabilisés assez vite, mais c'est pas ça qui coûte le plus cher. Un méthanier à louer, c'est à peu près 100 000 dollars par jour. Hein. Voilà ce que ça coûte pour un charterer de louer, enfin un affréteur de louer un méthanier. Hein. Donc bon, au final, quand vous avez une cargaison qui coûte 40 millions de dollars, c'est à peu près ça. Hein, 174 000 mètres cubes, c'est 40 millions de dollars. Donc même si effectivement vous avez voilà, 1 million qui est lié au transport, ça reste pas grand-chose. Et je voulais savoir aussi quel est le principe physique pour maintenir la température à moins 160 degrés. C'est sur le principe du vase de Dewar ou... Alors le principe, une fois que votre gaz est liquéfié, l'objectif, ça va être de limiter les entrées de chaleur.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a développé une technologie qui est très performante thermiquement et on va faire en sorte qu'il y ait le moins d'entrée de chaleur, hein, de calories qui rentrent au travers de la cargaison. Ce qu'il faut voir, c'est que les technologies NO96, au début des années 2000, on avait un boil-off, donc un taux d'évaporation journalier de 0,15% du volume par jour. Hein, donc ça fait voilà, ça fait à peu près 175 mètres cubes par jour qui s'évaporent. Sauf que à partir de 2005, ce volume évaporé, eh bien, on a décidé de l'utiliser pour propulser le navire. Donc finalement, on perd rien. On perd rien. Et petit à petit, on a développé des technologies de plus en plus performantes parce que les moteurs aussi étaient plus performants et aussi parce qu'on a vu un marché se développer qui était le marché du spot. En fait, voilà, avant les années 2000, on avait, quand vous construisiez un bateau, c'est parce que vous saviez que vous allez transporter du gaz entre, par exemple, les États-Unis et la Chine. Et vous aviez un contrat à long terme pendant 10 ans, 20 ans, etc. Et vous savez que votre bateau, il allait faire ça pendant 20 ans. Et puis ensuite, on a eu un autre marché qui s'est développé, le spot, comme sur le pétrole, où vous avez des bateaux qui ont été achetés en spéculatif. Et l'idée, c'est je prends un bateau le plus performant possible parce que je vais acheter une cargaison, par exemple aux États-Unis où il est pas cher, et puis je vais aller en Chine, là où il est beaucoup plus cher, et je vais attendre que les prix montent. Et puis quand les prix auront monté, ils auront été multipliés par 2 ou par 3, et bien là, je vais vendre ma cargaison. Et potentiellement, eh bien, je peux gagner. Alors là, c'est des traders hein, qui sont derrière leurs ordinateurs et qui donnent des ordres de vente. La cargaison, elle peut même changer plusieurs fois de main dans un seul voyage. Et donc dans ces cas-là, si vous êtes devant votre client avec un bateau et que finalement vous êtes à l'ancre, donc vous ne pouvez plus envoyer le gaz au moteur, vous avez intérêt d'avoir un système de confinement qui est encore plus performant d'un point de vue thermique. C'est pour ça qu'on a développé des systèmes qui sont encore plus épais, qui sont du coup encore plus complexes d'un point de vue technologique et qui ont baissé le niveau de boil-off donc de 0,15% à 0,07. Donc on a divisé par 2 le volume évaporé par jour. Donc finalement on a des systèmes qui sont 2 fois plus performants que ce qu'on avait il y a 20 ans. Et juste pour finir, il y a des systèmes actifs qui ont été développés aussi pour reliquéfier le gaz. Donc c'est-à-dire que si vous êtes à l'ancre, que votre bateau il est plein, que vous ne pouvez pas utiliser tout votre GNL, vous n'avez pas envie de l'envoyer dans la chaudière pour le brûler, hein, parce que ça émet du CO2, que vous brûlez du gaz pour rien. Donc on a fait des systèmes qui permettent de reliquéfier le gaz. Donc ça consomme un peu d'énergie, hein, mais effectivement ça permet d'éviter de perdre ce gaz. Alors, en ces périodes troublées et très incertaines, je m'interroge quand même sur la sécurité des pipelines et des méthaniers. Quelle sécurité est engagée de votre part? Alors, effectivement, sur les aspects sécurité, nous, on garantit 2 choses à nos clients. On garantit la performance thermique et on garantit aussi l'absence de points froids sur la coque. Donc avant de mettre une nouvelle technologie sur le marché, eh bien, il y a un certain nombre d'études qui sont faites, d'engineering, il y a aussi des maquettes qui sont faites. On a eu l'exemple d'une technologie il y a quelques années où effectivement avant de le mettre sur un bateau, eh bien, on le teste sur une maquette qui est assez grande, hein, qui peut faire la moitié de la taille de la pièce, et on vient mettre de l'azote liquide, etc., pour vérifier que, parce que même si aujourd'hui on dispose de moyens informatiques, numériques qui sont extrêmement performants, eh bien, on préfère avoir une maquette où on vient tester notre système dans des conditions froides, avec voilà, des déformations de coque, etc., pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, finalement, même pour les nouvelles technologies, on met nos technologies vraiment à l'épreuve dans les pires conditions. Ensuite, il y a un code qui s'appelle le code gaz, l'IGC code,
qui nous demande de dimensionner nos systèmes dans les pires conditions de mer. Donc en l'occurrence, vous devez prendre en compte des conditions Atlantique Nord. Donc vous avez des vagues qui peuvent aller jusqu'à 16 mètres de haut. Donc c'est vraiment, on nous dit, vous devez designer votre bateau pour 40 ans dans cette zone-là. Voilà. Dans les faits, quand vous regardez ce que voient les bateaux, vous avez des conditions qui sont bien moins sévères. Et donc c'est pour ça que, d'ailleurs, quand ils ont été designés pour 20 ans et qu'on fait une étude en fatigue de la vie réelle, on s'aperçoit qu'il a consommé que la moitié de l'endommagement design. Hein, donc on peut les prolonger. Donc on a une réglementation qui est assez sévère, qui fait aussi que aujourd'hui on n'a jamais eu d'incident majeur sur le GNL. Il y a plein d'exemples sur le pétrole. Pendant un moment, il n'y avait pas de double coque, etc. sur les pétroliers. Sur les méthaniers, effectivement, on a une double coque et puis il y a une double barrière d'étanchéité. On a une membrane primaire qui assure l'étanchéité, mais le code gaz nous impose d'avoir une redondance. Donc une deuxième membrane métallique d'étanchéité. Donc on a plein effectivement de contraintes au niveau de la réglementation qui nous assurent qu'on n'ait pas de problème de sécurité. Et je crois que le retour d'expérience le montre bien. Il y a même eu un incident en 1972-16 à Gibraltar où il y a un méthanier qui a heurté un rocher. Il y a eu une déformation de la coque importante, zéro fuite. Zéro fuite. Pourquoi? Parce que effectivement, le fait d'avoir ces doubles membranes métalliques qui s'est déformé mais n'a pas rompu, a démontré, c'est un super, d'un point de vue démonstrateur, on pouvait pas espérer mieux en fait, et ça a démontré que quand bien même il y a une collision, comme on a pu le voir en mer du Nord encore très récemment cette semaine. Bon, alors je dis pas qu'effectivement, si ça avait été un méthanier qui avait été heurté, il ne se serait rien passé. Hein. Et ça peut arriver avec l'augmentation du trafic maritime, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu d'incident majeur sur le domaine du GNL. Sur les pipelines, donc nous effectivement, les gazoducs, en l'occurrence, c'est pas dans notre marché, hein, on développe pas des systèmes, mais on a bien vu effectivement avec Nord Stream, c'est impossible de surveiller des milliers de kilomètres de réseau. Et c'est aussi la raison pour laquelle on pense que le fait de transporter du GNL par voie maritime, ça nous réduit le risque de ce type d'incident. Ouais. Alors, peut-être encore deux questions maximum. Alors, une ici, ouais. Il y en a une là aussi. Oui. Voilà, et puis une là-bas. Puis après, je pense qu'on passera à la troisième mi-temps. Une petite question concernant l'hydrogène. Vous avez évoqué l'hydrogène vert. Est-ce qu'il existe de l'hydrogène natif à l'état gazeux? Oui, effectivement, tout le monde explore après l'exploration du pétrole. Maintenant, c'est effectivement le nouvel or, c'est effectivement l'hydrogène. Donc, il y a des réserves qui ont été trouvées, d'ailleurs, je crois, en France, et qui pourront être utilisées. Nous, à GTT, on n'aura pas forcément vocation à aller extraire cet hydrogène, mais effectivement, notre responsabilité et notre orientation, ça va être de créer les technologies qui vont permettre de stocker et de transporter cet hydrogène. On a déjà commencé, aujourd'hui vous avez à GTT 30 personnes qui sont à temps plein sur le développement de technologies pour l'hydrogène. 30 personnes. Et ce qu'on sait, c'est que ça sera encore plus compliqué que le GNL. Donc c'est pour ça que, même si honnêtement on ne voit pas d'hydrogénier avant plusieurs peut-être décennies, peut-être 10 ans, 15 ans, on se prépare déjà à ça. L'hydrogène, c'est extrêmement léger, 70 kg par mètre cube, très volatile. Et donc, on s'aperçoit que si vous utilisez la technologie actuelle, Mark III ou NO96, avec le fameux boil-off que j'évoquais, si vous prenez vous mettez de l'hydrogène dans un méthanier avec la technologie actuelle et que vous faites 30 jours de voyage, à l'arrivée,
vous avez perdu les 2 tiers de la cargaison. Donc il va falloir une isolation beaucoup plus performante. Et donc ça va être un enjeu technologique. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'on est bien placé, parce qu'aujourd'hui on est les plus sachants sur ce type de sujet cryogénique. Moi, je voulais vous demander justement ces fameuses coques, dans quel matériau elles sont faites. Je suppose que c'est assez complexe, mais vous avez déjà parlé de la double coque. Oui. Est-ce que vous avez, par exemple, une photo où on voit en coupe toutes ces couches, j'imagine, qui permettent que le gaz soit en sécurité? Alors non, c'est pas si secret que ça. En fait, je peux au moins dire ce qu'on met dans nos planches marketing. La coque en elle-même, elle est faite en acier. Hein. Donc effectivement, ensuite vous avez différents grades d'acier en fonction de la température qui peut être vue. Donc la coque interne, donc celle sur laquelle notre système de confinement est installé, peut voir des températures qui sont imposées d'ailleurs par les gardes-côtes américains. Les gardes-côtes américains, ils nous disent, vous devez regarder des températures minimum, vous prenez moins 18 degrés de température d'air extérieur, moins 2 degrés pour l'eau, 5 nœuds de vent. Et en plus de ça, vous considérez, je vous expliquais tout à l'heure, qu'on a une membrane primaire et on a une membrane secondaire et ensuite on a la coque. Eh bien, en plus de ces conditions extrêmement froides, il n'y a aucun bateau qui voit moins 18 degrés, hein, à part effectivement les navires arctiques qui eux sont dimensionnés pour ça. Mais en plus de ces moins 18 degrés, vous considérez que vous avez une fuite majeure dans votre espace primaire, donc votre membrane primaire elle ne marche plus, il y a un gros trou dedans et le GNL est rentré dans l'espace primaire. Et donc dans ces conditions-là, vous regardez quelle est la température de votre coque. Donc en général, on a du moins 20, on a du moins 25, etc. Et à partir de ça, eh bien, on regarde quel type d'acier on va utiliser. Donc les coques sont faites en acier. Ensuite, pour les membranes, donc, on a là effectivement 2 technologies. Donc la technologie NO96 qui est faite à partir d'un Invar, donc on est sur un acier à 36% de nickel, et donc la propriété de l'Invar, eh bien, Invar pour invariable, hein, c'est-à-dire que effectivement vous avez un taux de dilatation thermique qui est extrêmement faible. On est sur à peu près 1,5 10-6, donc ce qui veut dire que lorsque vous avez une cuve qui fait à peu près 40 mètres de long, et que vous la passez de la température ambiante 20 degrés à moins 160 degrés, eh bien elle va donc elle va avoir un delta de température, hein, qui va être de 180 degrés. Elle va se contracter de seulement 10 mm. 10 mm. Voilà, c'est extrêmement peu parce qu'il y a un taux de dilatation qui est très faible sur ce matériau. Donc vous avez 2 membranes comme ça sur NO96. Sur Mark III, le choix qui a été fait, c'est d'avoir un acier inoxydable, mais cette fois-ci, l'inox, le taux de dilatation est élevé. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'être à 1,5 10-6, vous êtes à 15 10-6. Donc si je reprends ma cuve de 40 mètres de long, que je passe de 23 à moins 160 degrés, cette fois-ci, on n'a plus 10 mm de contraction, on a 10 cm. Donc là, en l'occurrence, bon, s'il fallait tenir ces efforts-là, ça serait très compliqué. Donc le choix qui a été fait, c'est d'avoir une membrane avec des gaufres, des ondes qui lui donnent de la flexibilité. Et ça, je crois que je l'ai. Voilà, on le voit à un moment. Voilà. Vous voyez, effectivement, ce sont les ondes, les petites gaufres là, qui sont caractéristiques de la membrane Mark III, puisqu'on est en inox, et sans ça, ça serait impossible de tenir les efforts thermiques. Alors que sur NO96, eh bien, vous avez une membrane tendue, parce que vous avez très peu de dilatation. Une toute dernière question. Oui, monsieur, je crois que vous nous avez conquis. Merci. Vous êtes clair, vous parlez de choses remarquables dans un monde très concurrentiel. Vous faites honneur avec GTT et tous ceux qui vous entourent. Vous faites honneur à la France. Merci. Merci à vous.